Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Depuis 5 heures, heure locale, l'état d'urgence est levé en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas le cas du couvre-feu, de l'interdiction de transporter une arme ou d'acheter de l'alcool. Toujours là aussi, les barrages qu'Emmanuel Macron avait promis de lever. Jacques Serret, le chef de l'État, avec cette décision, prend un pari risqué. Emmanuel Macron préfère en effet se dédire et ne pas suivre à la lettre la condition qu'il avait lui-même fixée lors de son déplacement dans l'archipel. Nous sommes en état d'urgence. Il ne sera levé que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages. 5 jours plus tard, les barrages sont toujours là, mais l'état d'urgence est levé. Selon l'Élysée, l'objectif est notamment de permettre les déplacements sur les barrages des élus en mesure d'appeler à leur levée. Autrement dit, bien que cela n'ait pas été fait ces derniers jours, Emmanuel Macron fait le pari que cette nouvelle stratégie permettra le déblocage des routes. Un geste d'apaisement, de désescalade, soutient-on dans son entourage pour démontrer sa volonté de résoudre cette crise. Un pari risqué. Emmanuel Macron lâche du lest à ses opposants, mais son geste peut ne pas être suivi d'effet. Pour se prémunir d'avance de tout constat d'échec, la présidence a donc pris soin de ne surtout pas fixer d'objectifs précis, de ne pas poser une nouvelle condition avec par exemple une nouvelle date limite pour la levée des barrages. Le pari présidentiel est cette fois celui du temps long. Jacques Serret, tout à l'heure dans le journal de 8h, nous serons en direct de Nouméa pour faire le bilan de ce premier jour sur place sans état d'urgence. Mais avant cela, ce témoignage exclusif sur Europe 1, l'ancien footballeur Christian Carambeu, d'origine kanak, l'affirme. 2 membres de sa famille auraient été tués par balle lors des émeutes. C'était au micro Europe 1 de Jacques Vendroux. Écoutez. Je condamne aussi ce qui a été fait et on peut pas non plus dans les deux sens tuer impunément des personnes. J'ai perdu des membres de ma famille aussi. Oui, c'est pour ça que je suis resté silencieux parce que je suis en deuil. Des membres de votre famille ont été tués par balle ? Oui, 2. Tués par balle. À la tête, c'est des snipers. Toute mort est épouvantable. Oui. Mais là, c'est des assassinats. J'ai pas voulu, parce que le mot est fort, mais c'est vrai que c'est un assassinat. On espère qu'il y aura des enquêtes, des investigations sur ces meurtres, oui. Et Christian Carambeu, dont vous retrouverez l'interview exceptionnelle au micro de Jacques Vendroux, samedi 20h, 21h dans le studio des légendes. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Une aide à mourir, mais quelle aide à mourir ? Un débat tendu a commencé hier à l'Assemblée nationale sur le projet de loi fin de vie sur la table des députés. Une version du texte loin de celle proposée au départ par l'exécutif, aux conditions largement assouplies en commission spéciale et qui, selon le député LR Patrick Hetzel, est une manière détournée de parler de suicide assisté et d'euthanasie. L'heure est grave et à de nombreux titres. Vous nous proposez une rupture anthropologique majeure puisque vous voulez institutionnaliser par la loi le fait de rendre possible le suicide et l'euthanasie. C'est une question éthique majeure. Or, pour des questions aussi fondamentales, la loi devrait être claire et intelligible. Par le vocabulaire utilisé, le gouvernement cherche à euphémiser, parlant d'aide à mourir là où en réalité, il est exclusivement question de suicide assisté et d'euthanasie. Le député LR Patrick Hetzel hier à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ne pas parler dans le texte d'euthanasie ? Eh bien, dans sa réponse, vous allez l'entendre, le rapporteur général du texte, le député MoDem Olivier Falorni, avance lui une raison historique. Écoutez. Il y a des mots qui sont souillés par l'histoire, monsieur Hetzel. Le mot euthanasie, effectivement, a été utilisé sous le Troisième Reich par Adolf Hitler. Et quand Adolf Hitler parlait d'euthanasie, c'était pour éliminer des milliers et des milliers de personnes handicapées. J'ose imaginer que personne dans cet hémicycle imagine que l'euthanasie, c'est faire référence aux crimes de masse préfigurateurs de la Shoah. Et les débats entre les députés vont encore durer. Le vote solennel à l'Assemblée nationale est prévu le 11 juin prochain. L'incompréhension la plus totale a chémillé en Anjou, dans le Maine-et-Loire, où un lycéen a blessé légèrement au couteau une professeure en plein cours hier. La thèse de la radicalisation a été écartée. Alors, pour saisir ce geste d'une extrême violence, les enquêteurs ont tenté de l'expliquer en interrogeant le jeune suspect, Sandrine Prioul. Un lycéen de 18 ans sans histoire, mais souffrant de trop de mal-être, avoue-t-il aux enquêteurs. Le passage à l'acte qui a tout d'un pétage de plomb qui aurait pris forme dans sa tête alors qu'il faisait ses courses et en profitait pour se munir d'un grand couteau. Trop de pression et le besoin de l'évacuer, raconte cet élève du lycée professionnel situé au cœur des Mauges. Un jeune homme qui pourtant tient des discours très cohérents selon le procureur de la République Éric Bouillard, qui a donné une conférence de presse téléphonique hier soir. Il est décrit comme rieur, rigolard,
et il va entrer en cours et comme il a été absent depuis quelques jours, son enseignante va avoir un échange avec lui pour prendre de ses nouvelles. Cet échange va être parfaitement courtois. Alors que la deuxième partie du cours recommence, il va agripper par derrière cette enseignante et lui donner un coup de couteau au visage. Cette victime n'a pas l'air, selon les premières déclarations, encore une fois qui sont les siennes, d'avoir été choisie à l'avance, simplement le malheur d'être la première de la journée. Une victime profondément atteinte psychologiquement et des élèves, notamment les témoins de la scène qui bénéficieront d'une cellule de soutien installée au lycée. Oui, pendant que ce lycéen, lui, est toujours en garde à vue pour tentative de meurtre. Europe 1, il est 7h06. C'était hier dans les rues de Paris. 10 000 personnes ont défilé contre les frappes israéliennes sur Rafah dans la nuit de dimanche à lundi. Rassemblement, vous l'entendez, émaillé de violence, des manifestants cagoulés jetant des pavés en direction des forces de l'ordre avant d'être dispersés. Sur le terrain, à Gaza, les bombardements ont repris sur la ville de Rafah. Tel Aviv affirme toujours cibler des terroristes du Hamas, même si, hier, après un tollé dans la communauté internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a concédé que des civils palestiniens ont pu être touchés. À Rafah, nous avons déjà évacué environ 1 million de résidents. Et malgré tous nos efforts pour ne pas blesser les personnes non impliquées, un accident tragique s'est malheureusement produit. Nous enquêtons sur l'affaire et nous en tirerons toutes les conclusions. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va lui aussi se saisir de cette affaire. Une réunion d'urgence se tient cet après-midi. Roland-Garros 2024, Europe 1, radio officielle. Et le miracle que la planète tennis espérait n'a pas eu lieu. Rafael Nadal est tombé au premier tour de Roland-Garros. Et c'est inédit dans sa carrière, mais c'est vrai complètement logique sportivement, tant l'Allemand Alexander Zverev était au-dessus de la légende espagnole hier. Alors adieu ou au revoir à la porte d'Auteuil pour l'homme aux 14 titres parisiens. Eh bien, il n'est pas catégorique. Alors ses fans espèrent. Reportage Martin Lange. Une dernière fois, ici pour Roland-Garros, Rafael Nadal. Une dernière ovation pour un monstre. Rafael Nadal a peut-être dit adieu à Roland-Garros hier. Forcément diminué après 2 ans de galère, l'Espagnol n'avait pas les armes pour renverser l'homme en forme. Alexander Zverev, vainqueur en 3-7 et un peu plus de 3 heures de jeu. La fin d'une ère pour Irvine. C'est très émouvant. Moi personnellement, je suis Rafa depuis que je suis tout gamin. J'ai payé très cher la place aujourd'hui, mais je suis très heureux d'avoir été là pour pouvoir dire au revoir à Rafa comme il se doit. D'autres espèrent encore le convaincre de continuer, à l'image d'Ilan et Yasha. C'est trop dur pour nos petits cœurs, donc là on lui a dit faut pas s'arrêter quoi. Rafa il peut revenir à tout moment, ça peut aller très vite. C'est ici, c'est chez lui. De toute façon on y croit, on va reprendre nos places pour l'année prochaine, pas de souci. Toujours indécis, Nadal lui n'a pas voulu confirmer sa future retraite. Il y a un fort pourcentage pour que je ne revienne pas jouer ici à Roland-Garros, mais je ne peux pas le dire à 100%. J'espère être de retour sur ce cours pour les Jeux Olympiques qui me motivent beaucoup. Les Jeux qui débuteront le 27 juillet prochain sur ces terres, ici même à Roland. Martin Lange pour Europe 1 et pour tout le programme de cette journée Roland-Garros. Vous suivez le journal de 7h30 et Cédric Pioline, notamment avec un match. Novak Djokovic, vous connaissez ? Ah oui, oui. Un certain numéro 1 mondial, il paraît, qui joue ce soir. Contre le Français Pierre Hugerbert. Effectivement, tout le programme, vous le retrouvez sur europe1.fr. Merci beaucoup Victor Porcher, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre l'édito éco avec Nicolas Bouzou. On va parler d'ArcelorMittal, le géant mondial de l'acier, c'est 15 000 emplois en France. Arcelor qui se pose la question de son maintien chez nous, la faute à la pression européenne du verdissement. Est-ce que le groupe va se délocaliser ? Là, on l'embête moins avec la décarbonation. On va en parler avec Nicolas Bouzou juste après. L'invité actu d'Europe 1 matin, la présidente de la Société française de soins palliatifs, le docteur Claire Fourcade, en plein débat sur la fin de vie. À tout de suite.